Manaona Tupku. Merci à tout le monde d'être là. Je voudrais commencer en disant mon grand plaisir d'être dans votre pays. Nous avons répondu à l'invitation faite par les autorités malgaches de suivre les élections présidentielles. Et je dois remercier tous les Malgaches qui nous ont vraiment très bien accueillis. J'ai vu partout le sourire durant la campagne, le jour du vote. Les citoyens avec lesquels j'ai pu discuter nous ont vraiment très bien accueillis et je remercie pour cette chaleur. Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre déclaration préliminaire. C'est la première réaction de la mission d'observation électorale de l'Union européenne après la campagne et le scrutin. Nous avons choisi comme titre qui résume en quelque sorte notre première évaluation la formule suivante. Dans un contexte fragile, le peuple malgache a voté dans le calme pour consolider la démocratie. Je voudrais commencer l'explication en quelque sorte de ce titre en disant que nous avons pu constater que la campagne a été marquée par la non-inclusion du plafonnement des fonds de campagne dans les nouvelles lois et cela a conduit à des disparités de moyens entre candidats. Dans ces conditions, nous apprécions beaucoup le fait que la campagne, comme le jour du scrutin, se sont déroulées dans le calme. La Commission électorale nationale indépendante, elle, a fait preuve d'engagement et de professionnalisme. L'identification des électeurs sur les listes électorales révisées dans l'exercice de distribution des cartes d'électeurs a créé des dysfonctionnements observables jusqu'au jour du scrutin. Maintenant, je vais expliquer un peu ces constats premiers qui donnent en quelque sorte le résumé de notre évaluation. Et je rappelle le fait que l'élection du 7 novembre 2018 est la première élection présidentielle depuis la fin de la transition en décembre 2013 et elle doit, n'est-ce pas, permettre de consolider les acquis démocratiques. Je vous rappelle qu'en avril 2018, une crise préélectorale a engendré une médiation de la communauté internationale et une prise de position de la Haute Cour constitutionnelle conduisant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale et l'arrêtage du calendrier des élections. Le 29 juin, un décret a fixé l'élection présidentielle au 7 novembre pour le premier tour. En cas de second tour, on est toujours à l'attente des résultats, n'est-ce pas? Celui-ci, ce deuxième tour, est prévu le 19 décembre. Nous avons pu constater que parmi les 36 candidats en lice, seuls 13 ont signé une charte de bonne conduite. Les autorités malgaches ont tenté de réconforter les parties prenantes du bon déroulement des préparatifs et ont exigé le respect de la date du scrutin. À différentes étapes du processus, un nombre majoritaire de candidats ont contesté l'élection après s'être inscrits, comme vous le savez. Ils étaient en course, mais ils ont contesté ce qu'ils étaient en train de faire. Communément appelé collectif des candidats contestataires, ce groupe a secoué la sérénité de l'élection en demandant, entre autres, la réouverture de la liste électorale et ainsi ce groupe a semé le doute sur la tenue de l'élection, mettant en exergue une série d'interrogations et de craintes sur le processus en cours, y compris d'ordre sécuritaire. La campagne électorale, c'est un autre constat que nous avons fait, a été marquée par l'absence de plafonnement des dépenses de campagne et cela, comme je l'ai déjà dit au début, a entraîné des disparités de moyens financiers qui ont été visibles entre les 3 derniers ex-présidents et les autres candidats. Je voudrais insister sur ce point et dans ce sens, je dois dire que la mission d'observation électorale de l'Union européenne regrette que sa recommandation de 2013 sur le plafonnement du financement de la campagne n'ait pas été suivie.
L'adoption du nouveau cadre juridique régissant l'élection présidentielle a permis la tenue d'élections conformément aux normes et obligations internationales auxquelles Madagascar a souscrit. Ce cadre juridique demeure cependant fragile et devra être renforcé afin de clarifier certaines dispositions restées imprécises et combler des vides juridiques visant notamment ce plafonnement des dépenses de campagne, la traçabilité du financement des partis politiques ou bien les délais de contentieux électoral qui sont jugés par nous trop courts. La mission d'observation électorale de l'Union européenne relève que la normalisation institutionnelle s'est traduite en 2018 par le retour d'institutions clés dont la Commission électorale nationale indépendante et respectivement le transfert de la juridiction électorale à la Haute Cour constitutionnelle comme recommandé par notre mission de 2013. Là, sur ce point, bien sûr, nous sommes contents. Après avoir succédé fin 2015 à la commission de transition, la CENI a organisé sa première élection nationale. Malgré le déblocage tardif par le gouvernement à une semaine de l'élection des fonds nécessaires à la finalisation de son organisation, la CENI a démontré sa volonté d'indépendance, de neutralité, de professionnalisme et de transparence. Par ailleurs, ces démembrements ont maîtrisé le calendrier électoral. La société civile a confirmé des améliorations de transparence et d'accessibilité, mais dénoté une communication parfois insuffisante de la CENI. Toutefois, je voudrais féliciter la CENI pour les efforts faits tout au long de cette période. Je voudrais également dire un mot sur le rôle du ministère de l'Intérieur, qui demeure le garant de la sécurité du scrutin, des forces de sécurité du pays et des régulations liées aux réunions publiques de la campagne électorale. Notre mission relève la bonne coopération entre la population et l'ensemble des forces de sécurité composées de la police, de la gendarmerie et des militaires. Permettez-moi de dire un mot sur la liste électorale. Issue d'une refonte conduite en 2012 et après une dernière révision des listes électorales conduite du 1er décembre 2017 au 15 avril 2018, le corps électoral s'est élevé cette fois-ci à 9 913 599 personnes. Les cartes d'électeurs ont été distribuées sur la base de ce fichier et en faisant face souvent des contraintes logistiques et organisationnelles, notamment dans la semaine précédant le vote, voire le jour du vote. La mission de l'Union européenne a constaté les effets de ce retard tout au long de la journée électorale. C'est un phénomène qui a plus concerné l'espace urbain que l'espace rural, où le nombre des bureaux était plus petit et les cartes électorales à distribuer étaient forcément moins nombreuses que, par exemple, à Tana. Nous avons tout de même constaté un caractère désordonné du processus d'identification des électeurs sur les listes électorales disponibles à l'extérieur des bureaux de vote et la distribution des cartes d'électeurs de dernière minute. J'ai moi-même vu à 5h moins 5 minutes des électeurs qui cherchaient encore leur carte. La distribution des cartes d'électeurs, à l'instar de ce processus avant le scrutin, n'a pas été organisée de façon systématique. Mais je répète, cela concerne plutôt des bureaux de vote dans l'espace urbain plutôt que le rural. Les opérations de vote se sont déroulées dans un climat de calme et de manière globalement ordonnée. Les retards portant sur l'ouverture des bureaux de vote ont été contenus, moins de 5% avec plus d'une heure de retard. Alors que les procédures de vote ont été maîtrisées, c'est lié au dépouillement, tout en s'étant déroulé dans le calme et la transparence, se sont caractérisés par des affluences excessives parfois de la part du public, ajoutées aux difficultés techniques de mener ces opérations.
Par ailleurs, la mission d'observation électorale de l'Union européenne déplore que les procès-verbaux n'aient pas été affichés à l'extérieur des bureaux de vote que dans 2 cas sur 5. Vu que l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée prévue par le Code de la communication de 2016 n'est pas encore fonctionnelle, la CENI a été chargée de réguler également le temps de passage des candidats pendant la campagne électorale sur la base de l'égalité dans les médias publics. Le monitoring des médias que notre mission a organisé a révélé que les médias publics ont respecté les dispositions de la CENI, tandis que les médias privés ont fait preuve de partialité envers les candidats et les espaces payants ont primé sur leur traitement éditorial. Malgré les recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne de 2013, le rôle des femmes dans la vie politique reste limité. La loi existante ne garantit pas suffisamment la parité. Bien que 5 femmes soient présentes parmi les 36 candidats, elles demeurent sous-représentées dans la scène politique. Dans les partis politiques et l'administration électorale, spécialement dans les régions rurales. Permettez-moi de dire aussi un mot sur le respect des droits humains fondamentaux. Ces droits sont garantis par la loi. Cependant, notre mission constate l'absence de mesures d'application assurant l'inclusivité et l'accessibilité aux électeurs atteints d'infirmité, hospitalisés ou en détention préventive. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, devenue opérationnelle en 2017, constitue une avancée importante. Je voudrais dire aussi un mot sur l'Observatoire des élections Safidi, qui a déployé plus de 7000 observateurs nationaux afin de couvrir la totalité des bureaux de vote dans les 34 districts répartis dans les 7 régions de son intervention. Le Comité national d'observation des élections, en partenariat avec la Commission épiscopale Justice et Paix, ont pu s'appuyer également sur un réseau de près de 5500 observateurs pour couvrir le pays. Je voudrais également remarquer qu'au lendemain de l'élection, la Haute Cour constitutionnelle a rappelé que seules la CENI et la Cour sont compétentes pour proclamer les résultats. La Cour a invité les candidats à la retenue. Notre mission soutient cette approche. Nous croyons que l'autoproclamation de victoire fragiliserait la consolidation de la démocratie pour laquelle le peuple malgache a voté dans le cas. Ce sont là mes premières remarques. Je dois vous dire que notre rapport, notre déclaration préliminaire est beaucoup plus longue. Elle a 17 pages, donc je vous invite à la lire parce qu'on va la distribuer tout de suite après. On fait des observations plus substantielles que ce que je viens de dire sur un certain nombre de chapitres. Sur le contexte politique tout d'abord, nous avons constaté entre autres que l'environnement politique est demeuré globalement stable, mais que durant les 2 dernières semaines, des signes de volatilité et d'instabilité ont marqué le contexte électoral. À ce sujet, nous avons aussi fait des constats sur le collectif des candidats qui ont hésité sur faire ou pas faire de la campagne tout au long justement de la période électorale. Nous avons également un sous-chapitre consacré au cadre juridique, où nous avons remarqué que ce cadre présente des insuffisances et des lacunes, parfois en violation avec les engagements internationaux signés par Madagascar. Nous avons entre autres parlé du vide juridique qui concerne la période de pré-campagne. Ensuite, nous avons un sous-chapitre sur l'enregistrement des candidats, sur notamment la question de la caution et sur l'interprétation qui est donnée par les traités internationaux à cela. Entre autres, on dit que le seuil des suffrages pour le remboursement de la caution ne doit pas apparaître comme une condition discriminatoire pour se porter candidat. Nous avons un sous-chapitre que je vous recommande chaleureusement sur l'administration électorale. On parle entre autres sur le budget et la manière de gérer le budget de la CENI.
de ce qui a été fait au niveau de la formation des membres de bureau de vote. Ensuite, nous avons un sous-chapitre sur l'inscription des électeurs, avec beaucoup de remarques sur la question des cartes d'électeurs, tant débattues. Nous avons ensuite des remarques sur la campagne électorale, sur notamment la fameuse utilisation des hélicoptères et avions. Je sais que c'est passionnant pour la presse. Nous avons également des constats très subtils sur l'environnement médiatique, également très intéressant pour la presse, n'est-ce pas? Et par exemple sur le fait que la publicité payante représente un tiers de l'espace de couverture des médias privés, et cela confirme bien sûr que l'intérêt financier prime sur l'impartialité du traitement éditorial. La participation des femmes, nous avons des chiffres très intéressants sur les proportions des femmes. Par exemple, on a vu parmi les bureaux de vote observer seulement 10% des femmes comme présidentes. Par contre, seulement 36% des représentants des candidats au sein des bureaux de vote étaient des femmes. Un sous-chapitre sur les droits de l'homme parle également des différentes insuffisances relatives aux personnes en situation de handicap. Société civile et observateurs domestiques internationaux, ça, je vous laisse le plaisir de découvrir comment est-ce qu'on a pu constater le manque de coordination entre différentes organisations qui faisaient la même chose. Le jour du scrutin, nous avons beaucoup de chiffres ici. Nous avons remarqué, entre autres, que dans 91% des cas, les bureaux de vote avaient 5 membres présents, donc qui a garanti un très bon fonctionnement. Nous avons constaté également que dans près d'un bureau de vote sur 8, on a eu des listes rouges pour prévenir le vote d'électeurs mineurs. Hein, c'est la proportion. Un bureau de vote sur 8, 12%. Dans 95% des bureaux observés, les procédures de vote étaient très bonnes ou bonnes. C'est les qualificatifs donnés par nos observateurs. Ça, c'est aussi des chiffres très intéressants sur le déploiement des délégués des candidats. Nous avons les proportions suivantes dans les sections de vote observées, dans les bureaux de vote observés. Donc, pour ce qui est du nombre des délégués des candidats, nous avons observé 72% des sections de vote où le candidat numéro 12 était représenté, 94 sections pour le candidat numéro 13, 79 pour le candidat 25 et 32% pour le candidat 34. Voilà les pourcentages des sections de vote, des bureaux de vote couverts par les délégués des différents candidats. Bon, des remarques sur le dépouillement qui a été mis en œuvre avec la même volonté de professionnalisme et transparence. Également, suivant des proportions comprises entre 30% et 50% selon les procédures, les membres des bureaux de vote ont connu des difficultés à remplir les procès-verbaux, ce qui explique un peu la lenteur de ces 40 dernières heures. Donc, entre 30% et 50%, selon les différentes procédures, on a eu vraiment des membres des votes qui ont eu des difficultés à remplir les procès-verbaux. Voilà. Sur le contentieux, c'est le dernier chapitre. Et maintenant, c'est un plaisir de donner la parole à ma collègue du Parlement européen qui a dirigé l'équipe du Parlement, que le Parlement européen a envoyé ici, Madame Lydia Geringer de Udenberg, qui va présenter la position du Parlement européen. Je vous passe. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre présence et de votre intérêt pour le travail de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Je suis Lydia Geringer de Udenberg, chef de la délégation du Parlement européen, composée pour ces élections de 6 députés de 5 États membres de l'Union européenne. Je voudrais au premier lieu remercier le peuple malgache et les autorités de votre pays
pour invitation qui nous a été adressée de venir observer ces élections. Permettez-moi de souligner que la délégation du Parlement européen souscrit pleinement aux conclusions présentées par notre ami et collègue député européen Cristian Dan Preda, observateur en chef de l'Union européenne d'ici présent. Je profite de cette occasion pour le remercier ainsi que son équipe pour l'excellent travail qu'ils ont accompli lors de ces dernières semaines. Je souhaiterais revenir sur quelques aspects que l'observateur en chef a évoqués dans son intervention afin de souligner les points qui, pour le Parlement européen, sont d'une réelle importance. En ce qui concerne les jours même des élections, notre délégation s'est scindée en 3 équipes qui ont observé à Antananarivo, Itachi et Antsirabe. Nous avons été particulièrement marqués par la dignité du peuple malgache qui a pris cette élection très à cœur. Par nature pacifique, les citoyens malgaches se sont abstenus de toute violence. Et nous formons le vœu le plus vif que ceci puisse perdurer jusqu'à la fin du processus électoral. Nous avons spécialement apprécié le rôle des femmes dans la gestion du bureau de vote. Elles sont les piliers de cette nation, de la société malgache, et nous attendons que leur rôle soit reconnu à sa juste valeur dans les corps politiques. Le Parlement européen s'est engagé dans le temps en faveur de la consolidation de la démocratie à Madagascar. Nous avons observé les élections en 2013 et envisageons cette séquence électorale de 2018 comme une étape essentielle et donc une opportunité unique qui doit être saisie pour tirer les enseignements et prendre les décisions qui s'imposent. Un des éléments centraux que je voudrais souligner devant vous aujourd'hui est la question des recommandations présentées par l'Union européenne en 2013. L'Union européenne a adressé une liste précise de recommandations basées sur ces observations. Une partie de ces 33 recommandations a été mise en œuvre. C'est donc nous nous réjouissons. Mais tout ce qui concerne le financement de campagne n'a pas été abordé. Un nombre de recommandations présentées à ce sujet sont restées lettres mortes. Notamment en ce qui concerne le plafonnement de dépenses, tous nos interlocuteurs nous ont fait part d'une claire domination de la campagne par certains candidats ayant visiblement accès à des ressources disproportionnées. En ce qui concerne la traçabilité de ces fonds, nous formons le vœu que la Commission de contrôle du financement de la vie publique politique soit dotée de tous les moyens et ressources qui lui permettent de jouer pleinement le rôle important qui est le sien. L'exécutif et le législatif doivent saisir de ces questions, travailler de façon inclusive, notamment avec la société civile, et adopter des règles claires, équitables et transparentes pour tous les candidats. Nous appelons le futur président de Madagascar à s'engager sans réserve et sans arrière-pensée à cette voie. Enfin, cette campagne électorale a peut-être été une occasion manquée de tenir des discussions approfondies entre candidats, confrontant leurs projets de société et leur vision du futur Madagascar, et non seulement de simples présentations de leurs positions respectives. Les exigences du peuple malgache sont vives, notamment en ce qui concerne l'extrême pauvreté, frappant une trop grande partie de la population, le développement économique, la protection de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, et notamment la fin des déboisements sauvages et illégaux
ou encore la lutte contre la corruption sont aussi des priorités auxquelles le nouveau exécutif doit apporter une réponse. Cette élection présidentielle est un peu celle de la dernière chance, comme nous l'ont souligné les nombreux interlocuteurs malgaches que nous avons rencontrés. Tous attendent de leur nouveau président qu'il prenne enfin toutes les décisions qui s'imposent pour leur avenir, à la fois en matière de développement social et économique, de consolidation démocratique du pays, en termes de réconciliation nationale. L'Union européenne sera, comme elle est depuis 60 ans déjà, présente à vos côtés sur ces chemins. Misot. Merci beaucoup. Avant de vous passer le micro pour des éventuelles questions, j'aurais voulu mentionner le fait que notre mission a compris des observateurs qui viennent des 28 pays de l'Union européenne, comme également de la Suisse et de la Norvège. Je voudrais, au nom de l'équipe cadre et en mon nom personnel, remercier les observateurs de longue durée et de courte durée pour les efforts qu'ils ont faits. Je voudrais également remercier nos amis de la société civile avec lesquels nous avons travaillé. La société civile joue un rôle fondamental et je crois qu'ils ont fait un travail remarquable durant la campagne électorale, également le jour du scrutin. Permettez-moi aussi de remercier la communauté internationale qui, ici à Tana, est unie. Il n'y a pas de clivage au niveau de la communauté internationale pour ce qui est de l'évaluation de l'importance politique de ces élections. Et dans ce contexte-là, je voudrais remercier notre ambassadeur, l'ambassadeur de l'Union européenne, comme les ambassadeurs des États membres qui sont représentés ici, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pour l'engagement en faveur de la démocratie malgache. Voilà.